C'est beaucoup d'analyse, de discussion, de réflexion, jusqu'à arriver à la décision finale. Dans le Brésil, Ronaldinho, Ronaldo. Il y en a pas mal, mais si je dois en sortir un, Mbappé. Bonhomme, là, c'est pas Zizou. Là, c'est pas Zizou. Là, c'est le truc. Je vais faire le choix du cœur, je dirais Ronny, parce que voilà, il a laissé sur son passage un héritage extraordinaire. Lucas peut jouer ici, peut jouer là. C'est le référent. Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cet épisode 13 de Jeux en triangle. On est au milieu de l'Euro, donc en plein festin footballistique, mais comme ça ne suffit pas, je retrouve avec plaisir David Hernandez et Geoffrey Stein pour parler encore plus de foot. Salut messieurs, comment ça va ? Il n'y en a jamais trop. Salut Arthur, ça va super bien, un peu chaud mais ça va. Le principe de ce podcast reste le même, on prend 3 joueurs et on échange autour de leur parcours, de ce qu'ils nous ont laissé comme émotion, avant le classement de chacun en 3 catégories, titulaire sur le banc au placard. On vous rappelle aussi qu'on est dispo sur toutes les plateformes de Deezer à Apple Podcast en passant par Spotify, mais aussi sur les réseaux sociaux Instagram, Twitter. Abonnez-vous, partagez, allez jeter un petit coup d'œil sur nos différentes pages, ça nous aidera beaucoup. Allez, on se lance dans notre sujet du jour, un sujet en mode hybride au niveau du poste, puisqu'on va évoquer 3 joueurs qui ont évolué latéral et défenseur central durant leur carrière. Hybride au niveau des générations aussi, puisqu'on aura 2 joueurs retraités et 1 encore en activité. C'est parti pour un débat autour de 3 légendes, tout simplement. J'ai nommé Paolo Maldini, Lilian Thuram et Sergio Ramos. Centre, droite, gauche, on ne sait pas trop, alors préparez-vous à une tempête de charisme. On va rendre hommage à François Bayrou. C'est parti pour l'échauffement. Allez, on se lance avec l'échauffement. Je pense qu'il y a pas mal de souvenirs autour de la table, tant les carrières de ces 3 joueurs ont été et est encore riches pour Ramos. David, est-ce que tu veux te lancer ? Par rapport à Maldini, en fait, j'ai pas tant de souvenirs que ça. C'est forcément rattaché au Milan AC, hein. Mais c'est surtout ce maillot blanc de l'année 2007 où tu as le festival de caca contre Manchester United. C'est vraiment ce maillot et ce Milan AC là qui m'a vraiment fait rêver durant ma jeunesse et mon adolescence. Pour Sergio Ramos, ce sera surtout le gamin de 2006 qu'il était, avec ses longs cheveux, son espèce de serre-tête en plein milieu du front. Et ce maillot rouge et jaune que je trouvais tout simplement exceptionnel, je l'ai à la maison, mais il jouait encore à droite et c'était la fin, comme on en a déjà parlé, la fin de la génération Raoul et la bascule vers cette génération dorée qui va remporter derrière 2 euros et la Coupe du Monde. Et pour Thuram, c'est plus le Parme de 99 avec ce maillot jaune. Du coup, là, ça sera 100% maillot sur l'échauffement. C'est avec ce maillot jaune et bleu et ce sponsor Parmalat, je crois. C'est un des premiers maillots que j'ai eu. Que j'avais acheté lors d'un tournoi en poussin. Du coup, tu l'achètes, il n'y a pas de sponsor, il n'y a pas d'équipementier, c'est un truc à l'arrache. Mais c'est le premier que j'ai eu et je peux te dire que quand j'étais chez moi avec le mini-but où il n'y avait pas de gardien, la célébration de 98 avec ce maillot, je l'ai fait souvent. Je vais enchaîner avec Thuram du coup. Moi c'est le Thuram de la Juve que j'ai en tête. Alors il y a aussi une question de maillot là aussi. J'aimais beaucoup le maillot, je crois que c'était vers 2006 là, ou 2005. Maillot rayé classique de la Juve, mais c'était encore chez Nike à l'époque. Ça me rappelle une Juve que j'adorais et surtout que je prenais beaucoup sur les jeux vidéo. Il y avait Camoranesi, Ibrahimovic, Del Piero, Mutu, Zambrotta. Il y avait de quoi faire des équipes de fous, surtout dans le secteur offensif. Il y a beaucoup d'attaquants. Et voilà, après en termes de souvenirs du joueur pur et dur, c'est plus le mondial 2006 avec les Bleus, mais j'ai tout de suite cette Juve là qui me vient en tête quand je pense à Thuram. Ensuite Maldini, je vais pas être très original, c'est son but en finale de Ligue des Champions contre Liverpool en 2005, cette belle volée qui ouvre le score après même pas une minute de jeu. J'avais vu que la première mi-temps parce que j'avais 10 ans à l'époque. J'avais le temps de voir ce but. Pour toi, Milan est champion d'Europe. Voilà, pour moi, j'ai jamais su que Liverpool avait été champion d'Europe. Ça pas tremblé. Voilà, exactement. Ouais. Mais ça reste la première mi-temps qui a le plus marqué ma jeunesse. et puis Ramos, c'est aussi un but parce qu'on parle quand même de défenseurs qui sont assez buteurs dans l'âme pour Maldini et Ramos.
C'est sa tête contre l'Atlético en finale de Ligue des Champions, au bout du temps additionnel, qui envoie le Real en prolongation et qui derrière fait complètement exploser l'Atlético en prolongation. J'étais en stage au Canada à l'époque, alors autant vous dire que dans le bar, c'était pas l'effervescence, parce que c'est pas le sport numéro 1. Mais bon, c'est une image qui m'a marqué. Et puis sur le joueur, c'est vraiment la symbolique du leader qu'il est, du dépassement de fonction, et ce qui est même encore, je trouve, plus exacerbé avec l'Espagne. Ouais, bah sur Ramos, j'avais la même image en tête, donc je vais en prendre une autre. C'est son tir au but contre le Bayern en demi-finale en 2012, où il y a eu beaucoup de détournements de mèmes, parce que voilà, il envoie la balle, ça sort du Bernabeu tellement il frappe fort et haut. C'est un moment de bascule pour le Real, parce que après 2014, ils vont enchaîner 4 Ligues des Champions en 5 saisons, donc c'est un des derniers gros échecs européens de ce Real-là, et c'est une bascule pour lui, une bascule pour son club, parce que lui, derrière, va avoir une image de mec hyper décisif, notamment dans les moments importants, surtout avec le Real pour le coup, avec l'Espagne un peu aussi, mais surtout avec le Real. Et donc voilà, c'est un moment de bascule qui, il est sujet à beaucoup de moqueries à ce moment-là, et c'est aussi, ça va devenir un très bon tireur de pénaux par la suite, alors qu'il va avoir cette image au départ de mec qui a raté ce tir au but en demi-finale. Sur Maldini, c'est sa relation avec son père Cesare. Je sais pas pourquoi, déjà quand je pense à 98 et à l'Italie, à ce France-Italie, je vois les deux. Donc voilà, ils sont quand même père et fils, sélectionneurs et joueurs dans une Coupe du Monde avec leur pays. Je trouve ça déjà magnifique comme histoire. Et je sais pas, il y avait ce mélange. En fait, tu voyais la classe qu'il y avait sur le banc, tu la voyais sur le terrain. Les deux se ressemblent énormément. Aujourd'hui, Maldini, il y a eu une espèce aussi de filiation avec ses enfants, même si ça n'a pas eu la même réussite pour l'instant sur le terrain. Mais voilà, je trouvais ça très très beau et ça m'a énormément marqué. En tout cas, vraiment, cette équipe de 98, elle est très associée, je trouve, aussi à Cesare Maldini dans ma tête. Et pour Thuram, alors pour le coup, c'est aussi la Coupe du Monde 2006, mais c'est vraiment ses larmes après la finale. Déjà, je pense qu'on s'est tous reconnus à ce moment-là en Thuram. Et voir ce gros bébé, on va dire, de 34 ans qui pleure toutes les larmes de son corps. Et puis, c'est vrai qu'on associe beaucoup cette épopée à Zidane. Et le retour en 2005, c'est celui de Zidane. Mais c'est aussi celui de Thuram. Aussi celui de Makelele, mais c'est un peu moins iconique que Thuram et Zidane. Et voilà, il fait une Coupe du Monde exceptionnelle, Lilian Thuram. Et voilà, voir cet épilogue et ces larmes, ça m'a énormément touché. Et c'est vrai que je pense vraiment à ça quand je repense à Lilian. Bon, on est en jambes, on n'a pas besoin de s'échauffer spécialement tant il fait chaud aujourd'hui, mais on l'est encore plus, du coup c'est bien. On peut passer au match. On va faire un match, mon gars. Un match de chez match, on appelle ça. On se lance donc dans ce match avec Paolo Maldini, le doyen de ce podcast. Il a aujourd'hui 52 ans, le défenseur italien, un défenseur d'1m86 avec un parcours très simple, Milan AC, 85-2009. Forcément, moi j'ai envie de commencer par ça avec lui. On en a fait des joueurs dans ce podcast avec des expériences très importantes, mais là on parle d'un joueur qui a plus de 900 matchs en professionnel avec le Milan AC, 126 sélections avec l'Italie. On parle d'un monstre, tout simplement, d'une légende de ce sport. Ouais, la longévité, pour le coup, elle est incroyable. C'est 25 saisons, comme tu l'as dit. Et encore sur sa dernière saison, il joue encore 32 matchs. Quoi. Il finit pas en déambulateur comme certains. Donc, en fait, ce qui est très fort avec Maldini, c'est qu'il a réussi à traverser les époques du Milan, et être un symbole de la réussite du Milan à différentes périodes. Il est un des symboles du Milan de Sacchi, puis un des symboles du Milan d'Ancelotti. Et rien que ça, en fait, c'est 18 ans d'histoire du Milan et d'histoire européenne, quoi. Donc ça, c'est une force exceptionnelle et ça montre son intelligence. Déjà, c'est un joueur d'une intelligence incroyable. Sa capacité à se réinventer et à faire 10 000 choses sur un terrain. Il a aussi participé à la révolution du poste de défenseur en soi, parce qu'il était capable de vraiment tout faire avec un ballon. C'était beaucoup plus qu'un simple défenseur. Ouais, quand tu parles de sa qualité de jeu au pied, bon, alors c'est peut-être juste personnel, mais en fait j'avais une espèce d'a priori sur lui, que je pensais que c'était un peu un joueur un peu frustre techniquement, et quand je me suis refait des vidéos, en fait c'était balle au pied, c'était une machine, le mec. C'était surtout, en fait ça s'est surtout vu quand il était latéral gauche.
c'était que le mec il pouvait prendre le ballon, dribbler 4-5 joueurs, partir sur son côté et lâcher une galette, il n'y avait pas de souci quoi. Ça m'a vraiment impressionné, ça a un peu cassé l'image que j'avais de lui. Et je pense que c'est surtout parce que notre génération, un peu née dans début des années 90, on l'a surtout connu comme un peu plus un défenseur central que comme un vrai latéral. Donc voilà, et puis après par rapport à son statut d'icône, le mec il commence avec Baresi et Van Basten et puis il finit avec l'apogée de Kaka qui finit Ballon d'Or. Le mec a traversé les générations sans prendre une ride en plus. Ah, il n'a pas changé. Toujours la même classe. C'est clair. Oui, effectivement, le côté latéral central, c'est pour ça qu'on a choisi ces 3 joueurs-là. Pour resituer un petit peu, Maldini, de ce que j'ai lu, il a même fait des essais au Milan au début comme ailier, si je dis pas de bêtises. Il a même joué arrière droit. Il a joué arrière droit ses premiers matchs de Serie A, ou en tout cas la première rentrée, il me semble. Ensuite, il passe latéral, donc c'est un joueur qui a fait plus de matchs comme latéral que comme défenseur central. Et ensuite, effectivement, passé la trentaine, en gros, défenseur central, il s'installe dans l'axe. Et ça résume assez bien le joueur qu'il était, puisque chez Maldini, on retrouve la vitesse, le côté un petit peu soyeux techniquement que peuvent avoir des latéraux modernes. Et puis on parle d'un joueur ambidextre aussi d'ailleurs. Et on retrouve aussi, après avoir revu des vidéos, un côté très dur au duel. Il était capable de faire mal, il était capable de réussir beaucoup de tacles. Et donc je trouve que c'est assez marrant cette double casquette de Maldini qui ça va être très soyeux mais aussi très dur sur l'homme. Et donc c'est pas étonnant qu'il ait réussi aussi bien en poste de latéral que de défenseur central. En fait, il a fait un peu la synthèse entre deux choses dans lesquelles il a baigné. C'est-à-dire qu'il y a le football italien qui est réputé catenaccio, grosse force tactique, défensivement très costaud, et le Milan de Sacchi qui est la plus grande révolution footballistique avant Guardiola, on va dire, sur les années 80, fin des années 80, début des années 90, c'est la révolution Sacchi. Et donc du coup, il a pu développer toutes ses qualités techniques avec Sacchi, c'est d'ailleurs lui qui va le mettre côté gauche alors qu'il est droitier à la base, donc du coup ça va développer plein de qualités chez lui, ce côté ambidextre, et puis d'être en faux pied en tant que latéral, ça va t'ouvrir des angles de relance, ça va te donner beaucoup plus de possibilités de jouer vers l'axe, etc. Donc je pense qu'il a beaucoup évolué grâce à ça. Et en fait, il a vraiment fait la synthèse entre ce football italien qui avait cette réputation d'être un petit peu concentré sur la phase défensive et ce football de Sacchi qui a apporté quelque chose de complètement nouveau dans le foot européen. J'ai été impressionné, moi, c'est par ses tacles. En fait, on dit souvent que quand un défenseur tacle, c'est jamais bon signe parce que ça veut dire qu'il est en retard. Mais en fait, avec Maldini, c'était un tacle, mais toujours en réfléchissant à ce qui allait se passer derrière. Il y a un nombre de fois où il tacle avec la jambe droite par derrière et il repart, il se relève pour ensuite repartir avec le ballon. C'était pas un tacle pour dire d'un tacle envoyé dans la tribune ou quoi que ce soit. Je trouve que sur ça, il avait vraiment cette rigueur défensive italienne couplée avec ce jeu offensif qui allait prendre de plus en plus le pas sur le foot des années la deuxième partie des années 90. Quoi. En fait, Maldini, au final, c'était un peu un défenseur ultra moderne, un peu avant l'heure. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça irait très bien avec ce que demande, ce qu'on a pu voir au Bayern, enfin ce qu'on peut voir aussi avec Guardiola, c'est-à-dire des joueurs qui seraient capables de jouer sur un côté, dans l'axe, même un cran plus haut peut-être, dans des défenses à 3, des défenses à 4, je pense qu'ils pourraient tout faire. Et je pense pas qu'il y avait 10 défenseurs qui savaient faire ça, qui regroupaient toutes ces qualités-là à l'époque. Et puis il y a autre chose qui est important, je pense, c'est la personnalité du bonhomme, un charisme absolument incroyable, même quand il était jeune. Quand il était tout jeune, il dégageait quelque chose. Alors bien sûr, je ne l'ai pas vu jouer en 88, hein. Je dis ça après avoir vu les vidéos sur YouTube. Mais il dégageait un charisme et un côté leader naturel assez important. Et il n'avait pas peur de hausser le ton, même vis-à-vis de ses propres supporters. Je crois qu'il a eu quelques petites bricoles avec la Curva Sud, qui lui ont valu quelques banderoles en fin de carrière. Donc vraiment un joueur qui en imposait. Ouais, et puis un joueur d'une grande classe, on le disait, élégance balle au pied, technique soyeuse, mais aussi joueur extrêmement fair-play, qui a une image vraiment parfaite quasiment au sein de ses partenaires et de ses adversaires. C'est quand même un défenseur, tu l'as dit, qui a joué plus de 1000 matchs si tu prends club et sélection. Il a pris 101 cartons jaunes dans sa carrière, ce qui pour un défenseur est loin d'être
d'être un gros chiffre, hein, c'est 1 tous les 10 matchs. On va parler On d'un va- autre, voilà. on verra Il plus n'a tard. pas les mêmes stats. Et 3 cartons rouges. Donc on est vraiment sur quelqu'un qui est très très propre. On parlait d'un joueur assez dur, c'est vrai, mais d'un joueur très très propre. Surtout très peu de discussions avec l'arbitre, voilà, toujours à faire le conciliateur. Vraiment une image quasiment immaculée pour Maldini. Alors moi c'est peut-être juste un sentiment personnel, mais en fait je trouve que cette stature d'icône du Milan AC, on la ressent moins sur le terrain en fait. Quand tu parles Arthur toi de pousser une gueulante, bah moi en fait quand je pense au Milan, tu vois, je vois plus un Gattuso, même un Inzaghi ou quand il était plus jeune des Baresi, que vraiment Maldini, voir Maldini pousser une gueulante et avoir ce vrai rôle vocal que peut avoir un Gattuso sur le terrain. Je sais pas si c'est juste personnel ou si c'est vraiment... Ouais, bah surtout, oui, puis même quand il a joué avec Kaladze, des mecs peut-être un peu plus Très belle expressifs. référence. Le gars incarnait vraiment son club et qui n'avait même pas peur d'aller à l'encontre de ses supporters. Voilà, c'était juste cette petite réflexion-là. On va quand même évoquer son palmarès. Tout petit, hein. Tout petit, Léger. 5 Ligues des Champions. 3 finales en plus, donc le bonhomme a joué 8 finales de Ligue des Champions. C'est un record. Hein. Tranquillement. Ouais. 7 Serie A. Et un palmarès qui est du coup beaucoup plus impressionnant que celui en sélection, puisqu'en sélection il y a 2 finales perdues, celle du Mondial 94 et de l'Euro 2000, au bon souvenir des supporters français. Ouais, son parcours avec l'Italie, ça passe à pas grand chose en fait. Parce que l'Italie ça perd quand même 3 fois de suite en Coupe du Monde au tir au but. Donc 90 en demi-finale, 94 en finale et 98 en quart de finale, là encore un bon souvenir pour nous. Et ça perd au but en or en 8ème de finale contre la Corée du Sud en 2002. Donc c'est vrai que t'as l'impression que ça se passe à chaque fois à pas grand chose. Et en fait c'était un signe dès le départ, parce qu'à l'Euro Espoir en 86, il perd la finale contre l'Espagne au tir au but. donc son palmarès international, en fait il est en effet vierge, mais t'as l'impression que c'est presque une anomalie, quoi. Cette équipe d'Italie, en plus on a souvent parlé du fait que la Serie A à cette époque c'était le championnat de référence. Cette équipe d'Italie, elle aurait mérité de gagner un grand titre. Et voilà, ça s'est joué à des mini détails, quoi, à chaque fois. Ouais, comme on a parlé dans le podcast qu'on a fait sur Del Piero, etc. Où Del Piero, au final, le sacre de 2006 lui change un peu son étiquette. C'est vrai que si Maldini, tu repenseras toujours au Milan AC et à tout ce qu'il a gagné. Mais c'est vrai qu'avec la sélection, tu as un peu cette étiquette de loser qui lui colle à la peau. Et non pas qu'il soit fautif dans ses parcours, mais tu auras toujours ce truc de te dire, bah, s'il avait au moins gagné, ne serait-ce même qu'1 euro ou quoi que ce soit, l'image que tu as de Maldini qui est déjà super grande et que tu le places au panthéon des défenseurs et des meilleurs joueurs de l'histoire, je pense que 1 euro, ça le fait gagner 5 ou 10 places, quoi. Mais 2006, tu le mets même en bout de banc. Tu vois, même ça se trouve, il fait un match comme ça, enfin des apparitions, bah ça change rien que la perception qu'on a de lui. On peut passer à notre ami Sergio Ramos, le seul joueur encore en activité, évidemment, même si il commence à arriver tout doucement vers une fin de carrière. Il a 35 ans aujourd'hui, Sergio Ramos, 1m84, Séville, où il a été formé. Il quitte le FC Séville en 2005 pour le Real Madrid, où il évolue depuis. Alors aujourd'hui, il est en fin de contrat. À l'heure où on s'enregistre, c'est le flou concernant son avenir. On va voir. Ça parle du PSG, de Manchester City. C'est le joueur qui, dans l'effectif actuel du Real, incarne le plus ce club. Il est le leader incontestable du vestiaire madrilène et il prend la lumière comme très très peu de défenseurs. C'est un défenseur star, donc c'est assez rare dans un club. Assez rare globalement dans le foot. C'était les coronets vraiment de ce Real qui a gagné 4 Ligues des Champions. C'est-à-dire que t'avais les poumons et l'intelligence du milieu, t'avais le Ronaldo finisseur, après tout ce qui était ce collectif madrilène. Lui, c'était vraiment quand fallait aller au mastic, quand fallait aussi montrer la voie. On l'a dit, énormément de moments décisifs, cette fameuse égalisation en finale de Ligue des Champions 2014, mais il y en a énormément de débuts très précieux dans les parcours de Ligue des Champions. Des moments vraiment, vraiment iconiques où on se dit... En fait, il y a un moment où c'était même devenu un running gag. On savait limite que Ramos allait mettre une tête dans les 10 dernières minutes d'un match pour le faire basculer en faveur du Real. Et ça, honnêtement, de mon souvenir moi personnel, j'ai aucun défenseur qui m'a déjà procuré cette sensation de pouvoir faire basculer un match
au niveau de la Ligue des Champions à tout moment. C'est impressionnant. Ouais, c'est ça, c'est que c'est un leader vocal et technique qui à la fois se montre décisif. Donc, vous parliez pendant l'échauffement du but en finale de la Ligue des Champions. Le tour d'avant, c'est lui qui met un doublé contre le Bayern lors du match retour. Rebelote 2 ans après pour l'autre finale 100% madrilène, c'est lui qui ouvre le score. Pour moi, même s'il n'a pas ce 100% madrilène comme ont pu l'avoir Raoul ou Casillas, c'est lui vraiment qui incarne l'âme et l'ADN du Real depuis 10 ans. Cristiano Ronaldo, il a marqué 500 buts ou je ne sais plus combien, mais c'était vraiment Ramos qui était là. C'est lui qui est là depuis 2005. Il a connu l'après-galactique et les vaches maigres à cause de la domination du Barça. Et ensuite, a trouvé la force mentale de se relever de ce fameux penalty, tir au but envoyé dans le ciel, pour ensuite devenir l'élément numéro 1 presque offensif, même à l'époque où il y avait Cristiano, presque le deuxième joueur le plus offensif. C'était pas Karim, c'était presque Sergio Ramos. Tu te disais, quand tu allais mettre ta petite cote, tu te disais c'est Sergio Ramos qui va marquer un but, quoi. Donc pour poser un petit peu des chiffres là-dessus, Ramos, 716 matchs en club, 104 buts, 40 passes décisives, et en sélection, 180 sélections, 23 buts. Donc pour le coup, il n'y a aucun doute possible sur sa casquette de buteur. Et en fait, au-delà des buts, je trouve que c'est un joueur qui, même dans sa manière de défendre, est spectaculaire. En fait, c'est beaucoup de gestes acrobatiques, grande souplesse. Tu sens un mec qui physiquement est au top, même si ces dernières saisons, il commence à y avoir des pépins physiques, mais s'il faut faire des retournées acrobatiques pour dégager, il les fait. Il y a des gestes techniques à la relance, des risques, pied droit, pied gauche, des belles transversales. Et puis, vous ajoutez à ça, de temps en temps, des petits pétages de plomb et quelques cartons rouges, et vous obtenez un joueur avec qui on s'ennuie très très rarement. Je crois d'ailleurs que c'est le joueur le plus expulsé de l'histoire du Real Madrid. Ouais, même de la Liga depuis 1 an ou 2. Pour le Real Madrid, c'est que le mec a réussi à battre Fernando Hierro, qui en a pris 10 pendant 400 matchs de carrière. Il l'a battu au bout de 150 matchs. Donc c'est sa place aussi. Et c'est un peu ce qu'on peut lui reprocher, c'est un peu ce côté sanguin, incontrôlé de son jeu, comme on a pu le voir pendant la finale de la Ligue des Champions contre Liverpool. Même s'il ne marque pas de but, il est un peu décisif dans le mauvais côté de ce terme. C'est qu'il arrive il a ce petit vice, cette petite méchanceté qui fait que ça permet à son équipe aussi d'être reboostée. Et moi, j'ai quand même toujours cette image de ces classicos sous Mourinho, où c'était devenu une boucherie, c'était même plus plaisant de regarder, parce que en fait, t'avais Pepe et Sergio Ramos qui étaient là pour découper tout ce qui passait. Et beau duo. Si le Real finissait à 9, c'était un miracle, quoi. Donc c'est un peu côté négatif, mais qui fait aussi tout son charme. En fait, je trouve qu'il est assez symbolique d'un changement un peu de paradigme au Real. Genre, en fait, tu voyais, on disait beaucoup qu'à l'époque des Galactiques, ce qui manquait à ces Galactiques, c'était justement un peu de vice, un peu de côté dirty, d'avoir perdu Makelele et tout. Et tu comparais avec Hierro. Justement, le défenseur idéal du Real, avant que Ramos arrive, c'était Hierro. Hierro, c'est grande classe, toujours tête levée, jamais par terre. Là, tu passes à Ramos, on a complètement changé d'idée, en fait, au Real. Donc, je trouve que ce qui est intéressant, c'est qu'il ne correspond pas forcément à l'image qu'on se fait d'un défenseur idéal du Real Madrid au départ. Et ce qui m'amuse aussi, c'est de voir comment il a changé physiquement pour mieux incarner presque son personnage de méchant. C'est-à-dire qu'au départ, c'est comme tu disais, petit serre-tête, cheveux longs, tout lisse. Alors maintenant, c'est grosse barbe. C'est Ragnar Losbrock. Voilà, exactement. Grosse barbe. J'ai vu, il a 42 tatouages. Je trouve qu'il a vraiment créé son personnage de méchant. Et aussi, c'est énormément, je trouve, développé physiquement. Devenu très très costaud, un stylo aussi fort de la tête, c'est parce qu'il a une détente monstrueuse. Là, tu sens que c'est un mec qui s'est vraiment développé et qui incarne de mieux en mieux en fait le personnage de méchant qui s'est un peu créé et qui crée un avantage psychologique pour son équipe et pour lui dans les duels, quoi. Ouais, puis je trouve que ça va au-delà du foot en fait, ce changement, c'est-à-dire que aujourd'hui on voit que c'est clairement un mec qui fait très attention à son image médiatique. C'est un peu,
je vais pas le comparer à David Beckham, mais il y a 10 coupes de cheveux différentes, toutes les saisons ça change, un coup c'est un dégradé, un coup c'est la queue de cheval. C'est un mec qui aime bien s'habiller, qui aime bien montrer ça sur les réseaux sociaux, se montrer torse nu, etc. Donc il développe une image aussi. Il y a le côté bad boy, mais il y a aussi le côté un petit peu, le côté un peu mode, un peu icône, quoi, qu'il essaie de développer, je pense, et ça rejoint le côté un peu spectaculaire du joueur, je trouve. Et aussi le côté élégant, parce que dans la relance, on est quand même sur un joueur, même s'il a durci son jeu, balle au pied, c'est le plus technique de nos trois joueurs, même si Maldini était quelqu'un de sûr aussi. Hein. Mais Ramos est quelqu'un qui est très à l'aise balle au pied et qui peut évoluer un cran plus haut sans problème. Et je crois d'ailleurs qu'il a évolué au milieu de terrain une dizaine de fois dans sa carrière. Et même au FC Séville, c'est d'ailleurs à ce poste-là qu'ils l'ont un petit peu lancé au tout début de sa carrière. Donc un joueur qui est pas gêné avec le ballon et qui avait été d'ailleurs formé comme attaquant à la base. Et c'est ce qui aussi lui a permis, dès ses débuts, quand il commence arrière droit, quand c'est un peu bouché en défense centrale, il avait les qualités physiques et les qualités techniques pour pouvoir jouer sur ce côté droit, que ce soit au Real avec l'arrivée de Pepe en 2007 ou avec l'Espagne quand il y avait encore Puyol. Et c'est vraiment la retraite de Puyol après la Coupe du Monde 2010 qui l'installe vraiment définitivement en défense centrale et qui fait aussi la bascule avec le Real où c'est vraiment à ce moment-là qu'il s'impose avec le brassard et en défense, quoi. Moi, je trouve que c'est quand même devenu un joueur plus intéressant dans l'axe que ce qu'il était à droite. C'était un très bon latéral. Ouais, voilà, mais j'en avais pas une image folichonne, quoi, du Ramos arrière droit. Je le trouvais un peu limité finalement dans pas mal de secteurs, parce qu'offensivement, c'était pas mal, mais c'était pas non plus un centreur à la Willy Sagnol. Et défensivement, c'était, comme tu disais, un peu un chien fou et qui faisait quand même pas mal d'erreurs. Et je trouve qu'il a vraiment grandi, pris de l'épaisseur en passant dans l'axe. Et une des réussites du Real, c'est sa complémentarité avec Varane. C'est-à-dire que sa défense centrale qu'il pouvait former avec Pepe, en effet, il y avait ce côté intimidation et très dur sur l'homme qui faisait que c'était très compliqué à jouer. Mais avec Varane, ça a pris une autre ampleur parce que tu as vraiment l'impression que ces deux-là, ils étaient faits pour être ensemble sur un terrain et la complémentarité, elle est vraiment parfaite, quoi. Un mot de son palmarès aussi, 5 Ligas, 4 Ligues des Champions, mais pour le coup, lui, en sélection, il y a une Coupe du Monde, il y a 2 Euros. On parlait de lui comme patron du Real Madrid, c'est indéniablement le patron de la sélection espagnole aussi, brassard au bras, même s'il ne peut pas disputer l'Euro 2021, il était un peu court physiquement. Là, pour le coup, je trouve, je le disais un peu en échauffement, c'est encore plus exacerbé ce côté leader en Espagne, ou même dans le jeu, en fait. Ramos, c'est un joueur qui, limite, réclame le ballon comme un meneur de jeu. Il veut le ballon dans les pieds, il veut que ce soit lui. Pourtant, ils en ont des milieux de terrain qui savent faire le jeu, mais il veut avoir sa part dans la construction du jeu, ça se sent, il veut avoir une influence énorme, et il a cette influence, avec parfois des projections où il va jouer en soutien de l'attaquant sur plusieurs actions, quoi. Ouais, il a parfaitement compris le passage de flambeau et la retraite d'Iniesta, de Xavi, qui étaient vraiment des leaders techniques dans la Roja. Il a vraiment compris que c'était à lui, même en tant que défenseur central, de prendre ce costume et de prendre ce rôle. Quand il y a un penalty ou quand il y a un corner, c'est en Espagne, tu cherches Sergio Ramos. Et je suis tombé sur une stat complètement hallucinante pour contrebalancer ce fameux échec contre le Bayern, c'est que depuis 2017, il a 96% de réussite sur les tirs, sur les penalties. C'est le premier devant Lewandowski et Neymar. Donc ça, comme tu disais Geoffrey, c'est qu'il y a peut-être eu aussi une bascule en 2012 où il y a un changement psychologique dans sa tête. Et en plus, ces penalties, c'est pas non plus un plat du pied ouvert. Il tente 4-5 fois dans la saison, il tente une lucarne ou une panenka, quoi. C'est ça, je me pose pas de questions, quoi. On va passer à un défenseur peut-être un petit peu moins soyeux, Lilian Thuram, 49 ans, 1m82, qui a démarré du côté de l'AS Monaco entre 90 et 96, puis le départ vers l'Italie, 5 saisons à Parme, 96-2001, la Juventus, 5 saisons aussi, et puis le Barça, 2006-2008. Sa carrière va s'arrêter alors qu'il devait signer au PSG, mais il y a un problème cardiaque qui est détecté, donc il a mis fin à sa carrière de manière un petit peu triste du coup. Mais donc pour commencer sur lui, je vais revenir à ce que je disais, mais un vrai défenseur dans l'âme, le plus rugueux,
le plus dur sur l'homme, le moins fin techniquement aussi, mais un défenseur, voilà, un petit peu à l'ancienne quand même, Lilian Thuram. On est dans un vrai profil de défenseur. Pour moi, c'est vraiment le meilleur joueur de 1 contre 1 des trois. Quasi impassable, et encore plus quand il était sur le côté, parce qu'il avait ce Thuram de couloir, avait cette capacité à t'enfermer dans une situation dont tu pouvais pas te sortir. Il avait vraiment un excellent sens du duel, et en plus, quand tu le passais, bah, t'étais pas sûr d'aller au bout, parce qu'il était quand même très très rapide, le bonhomme, avec ses grandes jambes. Donc ouais, c'était très compliqué de passer Thuram sur son couloir. Après, en effet, comme tu dis, techniquement, c'était pas un mauvais joueur de ballon. Genre dans le jeu long, par exemple, il y avait quand même pas grand chose. Et puis bah voilà, ça cherchait ses milieux, et puis ça redemandait pas forcément le ballon derrière. Ouais, c'était un profil quasiment de 3e défenseur central dans cette équipe de 98-2000, quoi. Ouais, bah, après, ça se retrouve un peu dans ses stats, c'est qu'il fait que sur l'ensemble de sa carrière, il fait que 9 passes. Ça, après, c'était pas ce qu'on lui demandait non plus. Mais ça montre aussi que quand il était arrière droit, c'était pas sa qualité première quand il déboulait sur son côté. Moi, j'ai un peu cette impression d'un tout droit qui au moment d'arriver vers la sortie de but, se dit merde, faut que je fasse un crochet pour revenir derrière. Ouais, c'est celui qui des trois était le moins fin, mais par contre, ouais, physiquement, c'était une vraie bête, quoi. C'était un monstre physique. Tu t'approchais de lui, le coup d'épaule. Fallait être solide sur les appuis pour pas voler par-dessus la balustrade. D'ailleurs, moi, comme je disais dans l'échauffement, j'ai ce souvenir de Parme, pour les plus jeunes, le Parme dès la fin des années 90, c'était vraiment quelque chose, quoi. Tu étais dans le meilleur championnat du monde qui était la Serie A, et tu avais cette équipe où tu avais un Buffon tout jeune, tu avais une doublette Thuram-Cannavaro, parce qu'au final, en équipe de France, il jouait à arrière droit, mais quand il est arrivé en Italie, c'est à ce moment en Italie, il jouait en défense centrale. Donc c'est souvent des fois en défense à 3, mais il était en défenseur central. Au milieu, tu avais du Vérone, et devant, tu avais du Crespo. C'était une équipe incroyable. On n'a peut-être pas cette image de Thuram qui est une référence mondiale. On a peut-être les œillères, et on est peut-être franco-français. Mais il a quand même été élu, je crois, meilleur défenseur du championnat italien en 2000 ou un truc comme ça. C'est quand même quelque chose de fort d'être élu meilleur défenseur dans le meilleur championnat du monde à l'époque, quoi. Bah, au moment de son passage à la Juve, c'est le défenseur le plus cher de l'histoire quand il passe de Parme à la Juve, donc ça vous classe quand même un joueur. Mais ce qui est paradoxal, c'est que cette bascule-là, il l'a fait à 29 ans. Son premier top club européen, même si le Parme de l'époque n'est pas le Parme d'aujourd'hui, évidemment, mais son premier top club européen, c'est à 29 ans, donc au final, c'est assez tard. Et pour revenir un petit peu au profil de défenseur qu'il était, moi, il y a plusieurs choses qui m'ont marqué, tant en termes de souvenirs qu'en me repenchant un petit peu sur ces jeunes années. C'est la vitesse sur les premiers pas, où c'était effectivement difficile de le prendre, comme tu le disais tout à l'heure, Geoffrey. C'était sa souplesse, il avait une grande souplesse, et c'était, on en parlait pour Maldini, mais la grande qualité sur tacle glissé. Il y a un nombre de tacles, quand tu regardes des compiles de la dernière chance, pas le tacle long la ligne de touche, vraiment le tacle où il se jette sur la dernière frappe à bout portant de l'attaquant, c'est assez impressionnant. Et donc je trouve que même si lui était peut-être pas charismatique de la même manière que Ramos ou Maldini, mais par contre par l'aura aussi, il dégageait un côté soldat, véritable patron en fait. En effet, capable de beaucoup mouiller le maillot, salir le short, etc. Et aussi cette image de sage qu'on voit déjà dans Les yeux dans les bleus, et après qu'il a développé plus ou moins en se mettant dans la politique, ou en tout cas dans les sujets de société dans son après-carrière. Cette espèce de recul permanent sur les choses, il l'avait déjà quand il était joueur. Il apportait beaucoup de sérénité dans ses analyses, toujours assez justes, assez posées. C'était pas quelqu'un qui réagissait à chaud et qui pouvait avoir le verbe un peu acéré. Donc c'était quelqu'un de très calme, et finalement je trouve que ça a suivi un peu son évolution sur le terrain. C'est-à-dire qu'à la base c'était un petit peu pareil, un diamant à polir, parce qu'il y avait ses énormes qualités physiques, mais qui étaient peut-être parfois au détriment d'un sens tactique un petit peu plus développé. Par exemple, quand on parle de son France-Croatie et de son doublé en 98, tout part d'une erreur de placement de moins de 13, quoi. C'est vraiment une erreur où il couvre le hors-jeu, qui est vraiment une erreur de débutant.
Et après, il a beaucoup évolué, notamment au contact de championnats italiens, de grands entraîneurs. Il a croisé Ancelotti, Lippi, Capello en Italie. Wenger a ses débuts à Monaco. Donc c'est quelqu'un qui a vraiment pris en maturité, je trouve, au fil des années. Et je trouve que ça se matérialise dans cette Coupe du Monde 2006, qui est un espèce de... À 34 ans, t'as l'impression que tu l'as jamais vu aussi fort que pendant ce mois en Allemagne, quoi. Ouais, c'est clair, c'est que tu avais l'impression qu'il était à son summum. Et c'est aussi ce qui fait peut-être par rapport aux deux autres, c'est que sa fin de carrière, et du coup, dès qu'il a été moins bien physiquement, ça s'est encore plus ressenti dans ses performances. Moi, j'ai le souvenir, pour suivre un peu le Barça, c'est que les 2 années où il fait au Barça, et il a une charrette monumentale, il est barré par Rafael Marquez, il y a Milito qui arrive l'année d'après, qui le relègue en quatrième défenseur central. Donc c'est vraiment, je trouve que c'est celui des trois aussi que ça se ressent sur le fait que son jeu était surtout basé sur le physique, et dès qu'il a commencé à être un peu sur le déclin, ses performances s'en sont ressenties, quoi. Au contraire des deux autres aussi, il n'y a pas vraiment, je trouve, un club qui l'incarne véritablement. Bien sûr qu'on l'associe forcément à Parme, un petit peu à la Juve, mais je trouve pas qu'il incarne un de ces clubs. D'ailleurs, il fait pas partie des joueurs qui sont restés, par exemple, à la Juve quand la Juve a été reléguée. Par contre, il incarne peut-être plus que les deux autres sa sélection, parce que pour le coup, il fait partie de cette équipe de France. C'est une évidence, mais il faut quand même le rappeler, qui est championne du monde 98 et qui est championne d'Europe en 2000. Il fait partie de ce quatuor défensif qui a marqué l'histoire de l'équipe de France, mais aussi des grandes compétitions internationales. Ouais, clairement, et il fait partie en effet de ce carré magique qu'on évoquait dans un podcast précédent de cette génération. Et c'est vrai que c'est avec l'équipe de France qui se construit la majeure partie de son beau palmarès, parce qu'il est 2 fois champion d'Italie avec la Juve, il a gagné une coupe UEFA en 99 contre nos amis marseillais. Et donc c'est vrai qu'il incarne vraiment cette équipe de France, et en plus il l'incarne plus que personne presque sur cette période-là, parce qu'il est vraiment au tout début de la reconstruction post-93. Et en fait, il fait toutes les compétitions de l'Euro 96 à l'Euro 2008. Et donc l'Euro 2008 qui est le début du déclin de l'équipe de France. Et arriver à avoir cette longévité, c'est encore aujourd'hui le recordman de sélection avec l'équipe de France. Il a 142. Donc il va bientôt être dépassé par Hugo Lloris, mais clairement, voilà, c'est le joueur qui incarne pour moi le plus l'équipe de France, presque même plus que Zidane, ce serait Didier Deschamps en fait, la seule, parce que Didier Deschamps, il y a en plus ce côté coach, mais moi, l'équipe de France que je connais, voilà, en étant né en 90, c'est Lilian Thuram. Allez, c'est l'heure du choix de chacun, on est parti pour le temps additionnel. Additionnel, 3 minutes minimum. 3 minutes de bonheur en plus. Geoffrey, est-ce que tu veux nous livrer ton trio magique ? En titulaire, ce sera Paolo Maldini. Voilà, beaucoup trop de classe, beaucoup trop de qualité technique, beaucoup trop de talent à tous les niveaux. Il est capable de tout faire. Je pense que c'est le joueur à qui je peux confier absolument toutes les tâches dans la relance, défensivement. Un leader d'un charisme fou. Et voilà, contrairement à Sergio Ramos, je suis quasiment certain qu'il va jamais péter les plombs, que ça va être un joueur vraiment fiable. Donc du coup je le prends en titulaire. Je prends Ramos en remplaçant parce que mine de rien, son côté un peu foufou, c'est aussi ça qui en a fait un défenseur d'exception. Un défenseur qui met plus de 100 buts en carrière, c'est quelque chose d'exceptionnel et que je valorise énormément. Sa capacité à avoir porté son équipe dans des moments très importants. Et puis son palmarès est complètement incroyable. Donc voilà, je valorise vraiment ça. Et Thuram, je le mets au placard parce que le plus limité quand même des trois. Un amour énorme vraiment pour Lilian Thuram, et beaucoup de regrets qu'il n'ait pas pu finir sa carrière, même si c'était un petit peu sur une jambe au PSG, parce que j'aurais trouvé ça vraiment très fort d'avoir un joueur comme Thuram à Paris. Mais voilà, trop de limites et un petit peu trop unidimensionnel pour pouvoir passer devant les deux autres. Bon, je suis à 2 doigts de changer, mais je vais garder mon classement initial et avoir le même classement que toi, Geoffrey, avec Paolo Maldini comme titulaire. Maldini, si tu demandes aux gens de citer un défenseur de légende, je pense que c'est un des tout premiers qui arrive, même pour les générations d'aujourd'hui. Les gens le savent, même s'ils ne l'ont jamais vu jouer. Maldini, c'est un monstre. C'est écrit, c'est comme ça. Il a trop marqué les esprits, il était trop élégant.
Et à la fois, il savait être un excellent défenseur tout en sachant apporter dans le secteur offensif. Ramos, je le mets derrière. J'aurais presque pu le faire passer devant lui parce qu'il y a beaucoup de moments très très forts. Mais à la fois, je pense qu'il a eu plus de petits trous d'air et plus d'erreurs que Maldini, par exemple. Donc c'est vraiment le petit détail qui va me faire ce choix-là. Et puis au placard, Thuram, un petit peu pour les mêmes raisons que toi, Geoffrey. C'était un pur défenseur, pas de chichi, donc ça fait aussi du bien de retrouver des images de joueurs comme ça, un petit peu à l'ancienne. Mais à la fois, il y a un palmarès en club aussi qui est un peu plus limité. Il y a, comme je disais, ce manque il n'a pas vraiment marqué un club en particulier, donc c'est des petites choses comme ça qui vont me manquer, même si, pour moi, Thuram, ça restera le champion du monde 98 et le vainqueur de l'Euro 2000, mais j'ai essayé de sortir un petit peu de ce corps de supporters français. Et moi je vais pas du tout vous suivre. Du coup, sans aucune hésitation, je mets Sergio Ramos comme titulaire, malgré tous les défauts qu'on a pu lui trouver, notamment sur son tempérament. Mais pour moi, il possède tout ce que doit avoir un défenseur central pour être complet, c'est-à-dire qu'il a la technique, il a le physique, et en même temps, il a ce petit vice qu'on peut lui reprocher, mais aussi qui est aussi la marque des grands. Donc pour moi, je le classe même parmi les plus grands défenseurs de l'histoire, voire même peut-être le plus grand si l'on se fie qu'au palmarès. Il lui manquerait peut-être un ballon d'or pour vraiment justifier cette place. Mais donc pour le remplaçant, j'ai eu un peu plus de mal. Mais du coup, je vais mettre Lilian Thuram parce que parmi les deux, c'est celui qui m'a le plus procuré d'émotion. Il y a forcément ce doublé contre la Croatie. C'est l'arme en 2006 où moi je me rappelle, je suis devant ma télé, je fonds en larmes aussi avec ce coup de boule, etc. Donc c'est ce qui me permet de le mettre remplaçant et qui me permet aussi de dire qu'il ne faut pas oublier qu'il a été considéré comme l'un des meilleurs défenseurs du monde à une certaine époque, dans le meilleur championnat du monde. Et avec un Ramos qui est un peu plus fin techniquement, un peu de castagne et un peu de densité physique, ça fera pas de mal. Du coup, c'est Maldini qui ira ranger les fameux costards de la sélection italienne au placard. Sa longévité au Milan avec ce fameux maillot retiré que seul, je crois que c'est Baresi, ils sont que deux à avoir ce fameux maillot retiré, prouve toute l'importance qu'il a eu dans ce club. Mais comme je l'ai déjà dit, j'ai pas vraiment de souvenirs marquants de lui. Il me manque peut-être un éclat personnel. Il y a eu ce but en finale de la Ligue des Champions, mais qui se termine par une défaite. Donc j'ai presque au final plus d'admiration pour un Alessandro Nesta que pour un Maldini. Sans dire qu'ils sont sur la même échelle, mais je me suis peut-être plus inspiré d'un Nesta que d'un Maldini, quoi. Bon, on aura quand même mis en l'espace de quelques podcasts Pirlo et Maldini au placard. On va pas se faire des amis du côté de l'Italie. Après, ils repassent bien les chemises. Ils savent y faire dans ce pays. Donc, On arrive au bout de cet épisode. On espère qu'il vous a plu. Maintenant, c'est à vous de faire votre travail en concoctant votre classement, en nous le partageant. Pendant l'Euro, on fait une petite pause avec nos Spaces sur Twitter, mais on attend évidemment vos avis sur les réseaux. On se retrouve donc la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, portez-vous bien. Merci messieurs, à la semaine prochaine. Merci Arthur, merci David. Merci Arthur, merci Geoffrey. À plus tout le monde.